Il est 21h06 à Yaoundé et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et recevez toutes nos salutations les plus distinguées. 19 mois nous séparent des rendez-vous extrêmement importants prévus au mois de juillet-août 2024. Il s'agit des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques Paris 2024. L'importance donc de ce rendez-vous nous amène à nous poser quelques questions, à nous interroger, d'où le thème de ce numéro 44 de troisième mi-temps, le ministère des Sports face aux défis des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Alors pour ce numéro, nous avons des consultants que vous n'avez pas l'habitude de voir sur le plateau de troisième mi-temps. Ce sont messieurs Seydou Daboné, président de la Fédération ivoirienne de judo. Il va parler ici au nom des fédérations sportives. Bonsoir, président. Bonsoir, Sébastien. Merci d'être avec nous. À côté, il y a monsieur Edjei Até Bruno, secrétaire général du Comité national paralympique et de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Il y a également monsieur Adama Doumbia qui nous a rejoint précipitamment. Il était au séminaire à l'INJS. Merci d'être avec nous. Il est le conseiller technique chargé de la vie fédérale et du sport de haut niveau. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir Sébastien, bonsoir chers amis téléspectateurs. Alors le comité national olympique est attendu également. Il s'agit donc de son représentant, Mahama Koulibaly, 5e vice-président du comité national olympique et président de la Fédération ivoirienne de basketball. Tout le monde est invité parce que là, on va parler des Jeux olympiques. Alors, messieurs, il y a eu donc un atelier, monsieur Adama. Exactement. Il y a eu donc un atelier qui s'est tenu récemment à Abidjan. Et cet atelier de réflexion sur la participation de la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques et paralympiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui a motivé, sinon suscité donc, la tenue de cet atelier? Ce qui a motivé la tenue de cet atelier, ce sont les ambitions de la Côte d'Ivoire relativement aux Jeux de Paris 2024. Le ministère des Sports, dans la nouvelle dynamique que lui impulse le ministre Paulin-Claude Daho depuis sa nomination, entend désormais s'inscrire dans une démarche plus ou moins rationnelle, avec un sens managérial affiné, et ne veut pas se laisser surprendre par de grands événements sportifs internationaux tels que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. C'est pourquoi il a instruit ses collaborateurs, en premier chef le directeur général des sports, au fin de réfléchir avec les acteurs du mouvement sportif, particulièrement ceux engagés dans ces Jeux olympiques-là, au fin de faire le point des Jeux antérieurs, donc ceux de Tokyo, et de se projeter sur les Jeux de Paris, avec en ligne de mire l'élaboration d'une stratégie en vue d'optimiser les actions qui ont été déjà menées anciennement et de définir les conditions et les modalités idoines pour une participation, on va dire, de la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux de Paris. Et donc, voici un peu ce qui a motivé cet atelier-là. Il s'agissait, en termes d'objectifs à atteindre pendant l'atelier, d'élaborer, sinon d'identifier les éléments qui allaient conduire à l'élaboration donc de cette stratégie globale de la participation de la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux de Paris. Et pour ce faire, plusieurs experts ont été sollicités, dont la RTI. Je remercie au nom du ministère des Sports la RTI, nos amis de la presse, qui ont accepté de participer activement. D'ailleurs, vous y étiez avec Metch à cet atelier. Remercier également les fédérations sportives
olympique, certes, mais on sait que même les fédérations olympiques ont manifesté de l'intérêt pour cet atelier, parce qu'on peut être une fédération olympique aujourd'hui et ne plus être demain, et inversement, ne pas être une fédération olympique aujourd'hui et l'être demain. Et donc, le ministère des Sports, en tout cas par ma modeste voix, tient à remercier l'ensemble des participants à ce séminaire. C'est vrai, le Comité national olympique est à saluer également, tout autant que le Comité national paralympique qui était également présent à cet atelier. Les débats, en ce qui nous concerne, étaient francs, directs. Vous en étiez témoins. Et nous pouvons dire que des éléments assez concrets ont été collectés, recueillis et seront examinés, toilettés, afin de débâtir une stratégie pour la participation de la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Merci beaucoup. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur le Président Damodé, vous étiez également donc à cet atelier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que cet atelier vous a apporté beaucoup de choses? Oui, il faut déjà saluer l'initiative parce que, de mémoire, c'est la première fois que nous voyons le ministère organiser un atelier pour faire le point sur les activités passées et se projeter sur les activités à venir. Même si nous estimons que beaucoup de temps sont déjà passés, je pense qu'il faut saluer, c'est déjà un début. Et cet atelier nous a apporté beaucoup parce que ça nous a permis de nous faire comprendre tout le problème entre le ministère et les fédérations se situe à ce niveau. Il y a un manque de communication et cet atelier nous a permis d'expliquer de fond en comble tous les problèmes que nous avons lorsque nous voulons aller aux Jeux olympiques. Nous avons essayé aussi, au cours de ce séminaire, d'esquisser des solutions pour que nous améliorions les résultats que nous avons obtenus aux différents Jeux. Alors, monsieur Edjei Atebrudo, vous êtes donc, vous représentez le sport paralympique. Vous étiez également partie prenante donc de cet atelier. Est-ce que vous avez retenu des points positifs? Assez de points positifs. Tout autant que mes prédécesseurs l'ont dit, il faut saluer cette initiative-là parce qu'on ne peut pas sortir d'un challenge tel que les Jeux olympiques de Rio, Tokyo 2020 et des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 sans en avoir fait les points et savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et donc c'est ce que le ministère nous a confié avec l'ensemble des fédérations. Et à cet atelier, nous avons fait une communication par le président et je crois que nous en avons tiré assez de leçons qui nous permettront, n'est-ce pas, de ne plus faire les mêmes erreurs quant aux Jeux de Paris 2024. Et donc, nous disons merci au ministère et je pense que les recommandations qui en ont sorti seront vraiment mises à exécution pour parfaire les Jeux paralympiques de 2024. Merci. Alors, monsieur le représentant du ministère des Sports, est-ce qu'on peut savoir, après cet atelier, est-ce qu'on peut savoir exactement qu'est-ce qui fait que nous échouons très souvent aux Jeux olympiques? Bon, moi, je vais relativiser. Échouer très souvent, je vais relativiser parce que ils ne sont pas nombreux les pays qui ont dans leur, on va dire, palmarès, une médaille olympique. Ils ne sont pas nombreux les pays qui ont dans leur palmarès une médaille d'or olympique. Les Jeux olympiques, c'est le sommet de la pyramide des sports. Et la Côte d'Ivoire, sauf à me tromper, Jeux olympiques et Jeux paralympiques confondus, a minima 4, je pense 5 même, médailles olympiques. La médaille de Tiako en 84, la médaille d'or de Sissier en 2016, la médaille de Gbagbu, la médaille d'argent de Gbagbu en 2016, la médaille de Fatima Diasso aux Jeux paralympiques, médaille d'argent en 2016, et en 2020, tout près de nous, la médaille de Ruth. Je pense que pour un pays jeune, parce que nous ne participons aux Jeux que depuis 1964, c'est vrai, ce n'est pas rien. Mais la Côte d'Ivoire est ambitieuse. La Côte d'Ivoire
veut se hisser au diapason des pays qui gagnent, des pays qui sont en tout cas dans le peloton des têtes en matière de sport. Et c'est pourquoi on ne se satisfait pas de ces médailles remportées-là. C'est pourquoi déjà en 2012, après les Jeux de Londres, le ministère en charge des Sports a engagé déjà un premier processus avec la dotation à hauteur de 240 millions pour la préparation des athlètes de haut niveau chaque année, dans le cadre de la préparation donc, des grands événements sportifs internationaux. On peut dire que les médailles glanées en 2016 sont plus ou moins tributaires, n'est-ce pas, de cette première réforme-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2020, on n'a eu qu'une seule médaille, mais tout le monde sait que tous les athlètes ont été plus ou moins impactés par la Covid en 2019, donc pour les Jeux de Tokyo. Et les échecs, si on peut les appeler ainsi, peuvent avoir des explications à plusieurs niveaux. Sur la question de préparation, sur la question du financement des compétitions, sur le suivi médical des athlètes. Il y a un faisceau des raisons qui peuvent expliquer ce que vous appelez des échecs, mais que nous prenons comme étant peut-être des accidents de parcours qui convient naturellement de corriger avec l'ensemble des acteurs, fédérations, presse, les aspects médicaux avec les médecins du sport. Et donc, tous ensemble, essayer de fédérer nos énergies pour corriger, n'est-ce pas, ces dysfonctionnements-là qui, pour l'essentiel, tiennent au financement, tiennent aux conditions de préparation de nos athlètes. Alors, Monsieur le Président de la Fédération de judo, vous êtes avec nous, vous étiez donc à cet atelier, vous avez relevé beaucoup de choses. Concrètement, qu'est-ce qui peut expliquer ces échecs? Comme vient de le dire tout à l'heure, Doumbia, les causes nous les connaissons tous, c'est d'abord l'organisation même en général du sport. Quels sont les objectifs que nous fixons avant une Olympiade? Et il faut comprendre qu'une Olympiade ne se prépare pas en 2 ans. Pour avoir un athlète qui va espérer avoir un résultat, pour ce qui est du cas du judo, ça s'étend sur 8 ans. Mais malheureusement, aujourd'hui, au niveau du programme du ministère, vous n'avez pas une programmation qui s'étend sur 8 ans. On attend peut-être à la dernière Olympiade, les 2 dernières années avant l'Olympiade, pour vous demander d'emmener vos athlètes qui sont susceptibles de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Nous comprenons que c'est vrai, le ministère développe le judo, développe le sport sur tout l'étendue du territoire. Mais quand il s'agit de haut niveau, il faut regarder les choses d'une autre façon, les organiser d'une autre manière. Et je pense que ce séminaire nous a permis de remettre, comme dirait l'autre, l'église au centre du village. Nous sommes entendus. Je pensais qu'on ne se comprenait pas du tout. On n'a plus le temps d'expliquer pourquoi au judo, il faut partir 8 ans avant pour espérer avoir un résultat honorable. Au niveau des sports paralympiques, vos échecs sont liés à quoi? On va dire qu'il faut véritablement une politique engagée pour les sportifs paralympiques. Je veux dire quoi? C'est que la pratique des sports paralympiques nécessite beaucoup de moyens. Nous avons à acheter les appareils orthopédiques des sports qui sont vraiment très chers. Et donc, nous sommes heureux que le ministère, depuis l'avènement de Dao Poulain, s'inscrit dans une véritable politique de développement du sport qui permet à la base de créer les infrastructures. Nous, aux personnes handicapées, on ne peut pas parler de sport sans parler d'infrastructures sportives. Et ça, progressivement, le ministère est en train de nous mettre en place ces infrastructures-là, adaptées à la pratique de sport paralympique. C'est d'abord ça. Et puis après, c'est d'y mettre les moyens. À chaque fois que nous sortons avec les agents du ministère et ils voient comment est-ce que nos pays amis se consacrent véritablement pour le développement du sport paralympique dans les différents pays. Il faut que la Côte d'Ivoire en fasse autant.
prennent à bras le corps l'appareil du sport paralympique, dire que cette pratique de sport-là peut faire sortir, n'est-ce pas, les personnes en situation de handicap de leur précarité et donc leur donner une certaine visibilité professionnelle et sociale. Donc, c'est ça. Et la troisième étape, c'est que nous permettre d'aller dans toutes les compétitions qualificatives pour les Jeux paralympiques. Et aujourd'hui, il faut le dire honnêtement, les moyens qui nous étaient alloués il y a 4 ans ne sont pas ceux qu'on nous donne maintenant. En 2020, pour la préparation aux Jeux de Tokyo, c'est une enveloppe de 90 millions, 70 millions qui nous a été allouée. Mais cette année, c'est 50 millions. Vous comprenez qu'on ne peut pas, du coup, faire partie plusieurs de nos athlètes pour compétir à l'international. Nous sommes obligés vraiment de regarder, comme le président de la Fédération de judo l'a dit, de voir les athlètes susceptibles de se qualifier pour les Jeux. Et donc, c'est ces athlètes-là que nous faisons partie. Et après cela, quand les athlètes sont qualifiés, il y a le problème de la préparation. L'année passée, on a échoué parce qu'on n'a pas été pris en compte dans les préparatifs. On s'est préparé pour nos athlètes étaient qualifiés pour Tokyo 2020 à Abidjan, avec peu de moyens. Là où nos camarades du Burkina, du Mali, sortaient de leur pays pour aller se confronter à des pays qui sont vraiment outillés en matière de Jeux paralympiques. Donc, il faut cela nous permettre d'aller dans les différentes compétitions. Ensuite, lorsqu'on est qualifié, mettre les moyens pour que nous puissions faire une véritable préparation. Et puis après, les athlètes que nous sommes, en tout cas, on est à cœur de défendre le pays. Et je pense que quand tous ces moyens-là sont réunis, il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas de résultats. Alors, monsieur le représentant du ministère des Sports, j'ai très souvent l'impression qu'il y a une confusion souvent entre le budget qu'on met à la disposition de la pratique des sports de haut niveau pour préparer les athlètes de haut niveau. Est-ce que tous les athlètes de haut niveau sont des athlètes qui appartiennent à la fédération olympique? Parce que s'ils n'appartiennent pas aux fédérations olympiques, j'aurais souhaité, moi, qu'il y ait un regard, c'est-à-dire qu'un budget qui est fait pour les athlètes susceptibles d'être qualifiés pour les Jeux olympiques. Et puis les sports de haut niveau, parce que si on met l'enveloppe ensemble, ce n'est pas évident que le judo, par exemple, qui a par exemple 5, 6, 7 athlètes qui peuvent se qualifier pour les Jeux olympiques. Je vais parler également de handball, de football, de basket. Il y a beaucoup de fédérations sportives. Mais si on mélange tout, comment est-ce que ça ne joue pas sur nos différents échecs souvent? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère exerce une mission, je veux dire, de service public. Les ressources du ministère sont destinées à l'ensemble, j'ai envie de dire, des Ivoiriens qui pratiquent le sport. Ça, c'est le principe. Et nous l'avons dit tout à l'heure, lors de notre premier tour de table, le ministre Paulin Claude Daho, il a inscrit dans son approche managériale les activités sportives dans une approche programmatique, pluriannuelle de 4 ans. Et dans ce cadre-là, les fédérations étaient invitées à élaborer des projets sportifs. Et justement, il le dit, le président de la fédération de judo, participer au JO, ça ne s'improvise pas. Il appartient à la fédération lambda de dire, moi, je vise une participation aux Jeux olympiques dans 4 ans, dans 8 ans. Cela doit se traduire déjà dans son projet sportif, qui est un document de planification stratégique au niveau de la fédération, où la fédération dit, moi, voici mes objectifs à court, moyen et à long terme. Et dans ce cadre-là, on a calqué les Olympiades, donc 4 ans. Et donc, sur la première période donc, de 4 ans, la fédération, qui est ambitieuse, décline son projet sportif année après année sur les 4 ans. Ça doit pouvoir obéir à une démarche où la fédération en question
identifie, donc sélectionne, détecte donc, des talents à promouvoir, les encadre, les forme et les porte à un niveau donné au bout des 4 ans. Et au bout des 4 ans, le programme peut être reconduit pour 4 autres années pour faire les 8 ans dont a parlé le président de la Fédération ivoirienne du judo. Donc voici déjà pour le principe. Donc les ressources destinées au financement du sport sont réservées à l'ensemble des fédérations sportives. Ça, c'est la base. Maintenant, en fonction de la survenue des événements, un peu comme les Jeux olympiques, il y a un focus qui est fait effectivement sur les fédérations sportives qui relèvent du mouvement olympique. Mais à ce moment-là, il revient également à la fédération de pouvoir dire au ministère, voici pour les prochaines Olympiades, mes athlètes qui représentent un fort potentiel de qualification de ces Jeux-là. Et le ministère accompagne la fédération d'abord par sa participation aux compétitions internationales qui sont qualificatives pour les Jeux olympiques. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a cet accompagnement-là que le ministère fait pour les fédérations. Et bien entendu, si vous êtes bien classé, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, vous ne pouvez pas être 500e dans le ranking mondial et espérer une médaille olympique. Aujourd'hui, pour espérer une médaille olympique, il faut être à minima, et là je suis un peu gentil, dans les 20 meilleurs mondiaux. Et donc, il faut que les uns et les autres acceptent de jouer le jeu. S'il est établi effectivement que vous avez un athlète qui est très proche du ranking ou bien des minima pour participer aux Jeux olympiques, très généralement, le ministère accompagne. Le ministère accompagne. Lorsqu'il est informé suffisamment tôt, il y a un dispositif qui s'est mis en place, nous l'avons dit, depuis 2012, après les Jeux de Londres. Mais il y a une enveloppe qui est destinée aux sportifs de haut niveau. Et généralement, c'est ceux-là qui vont aux Jeux olympiques. Alors, Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de judo, est-ce que le mal ne vient pas de l'inorganisation des fédérations? Est-ce que les fédérations ne confondent pas souvent l'enveloppe qui est mise pour préparer les athlètes susceptibles de se qualifier et puis la gestion même de toute la fédération, les activités de la fédération? Alors, je ne vais pas parler pour les autres fédérations parce que je ne représente pas les fédérations olympiques. Je représente la Fédération ivoirienne de judo, qui est une fédération olympique. C'est ça. Alors, donc, au niveau de la Fédération ivoirienne de judo, nous avons clairement défini nos axes de développement. Et avant chaque Olympiade, nous fixons un objectif qui est de participer aux Jeux olympiques. Donc, dans la budgétisation de notre fédération, nous sélectionnons les athlètes qui ont le potentiel pour pouvoir se qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, les 2 premières années, ces athlètes identifiés là bénéficient de ce budget-là qui leur permet de participer à un championnat. Parce que pour se qualifier aux Jeux olympiques au niveau de la Fédération ivoirienne de judo, il faut être parmi les 17 meilleurs au monde. Être parmi les 17 meilleurs au monde, ça suppose que vous avez participé à un championnat qui dure 4 ans. Et les 2 dernières années prennent en compte le classement qui va prendre les 36 meilleurs qui vont aller au master. Si vous n'avez pas une préparation efficace, vous ne pouvez pas avoir des athlètes susceptibles de se qualifier. Donc, à la Fédération ivoirienne de judo, nous avons des athlètes qui étaient classés 150e, 156e. Nous avons pris les 2 tiers du budget alloué aux compétitions internationales pour les miser sur 8 athlètes. Les 8 athlètes qui étaient classés parmi les 200 meilleurs au monde, aujourd'hui, sont parmi les 50 meilleurs au monde. Mais malheureusement, 4 mois seulement après le début du championnat, le budget était déjà fini. Nous étions en mai. Le championnat continue jusqu'en décembre. Ils ne sont qu'un tiers. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était important pour nous d'expliquer au ministère. Et je pense que c'est là que se trouve le problème. La volonté du ministère d'accompagner les fédérations existe. Le plan d'accompagnement existe. Il y avait une incompréhension entre le ministère et les fédérations parce que chaque discipline a ses difficultés, a ses spécificités. Mais malheureusement, le ministère nous mettait tous ensemble
Vous voyez donc, les décisions qu'on prend pour toutes les autres fédérations... Alors que les qualifs ne sont pas les mêmes. Les qualifs ne sont pas les mêmes. Au judo, c'est 4 années de championnat. Vous devez disputer 49 championnats où les points sont qualificatifs. Nous en avons choisi 25. Le ministère, légitimement, vous dit 25 compétitions pour une fédération, c'est trop. C'est vrai, c'est trop, mais c'est ce dont nous avons besoin pour les qualifier. Au cours de l'arbitrage, on te dit, bon, écoute, on te donne 5 compétitions. Sur les 49? Sur les 49, tu en as retenu 25, on te donne 5 compétitions. Donc, vous n'y allez pas? Ce n'est pas évident que vous soyez qualifié. Vous allez avec les 5 compétitions, mais après, il faut avoir un plan B. Chercher à loger les athlètes, par exemple, en Europe, chez des amis, pour les permettre d'aller aux compétitions qui sont essentiellement basées sur l'Europe. Donc, c'est toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de gymnastique, en fait. Il y a énormément de gymnastique, mais comme je disais, lors de notre entretien avec le ministère pour valider le calendrier 2023, nous avons pris vraiment le temps d'expliquer au ministère qu'il est important pour nous, si on veut qualifier un athlète aux Jeux Olympiques de 2024, il faut qu'on respecte, il faut qu'on participe au moins à la moitié des compétitions prévues par l'international. Parce que votre participation vous donne des points et votre avancement dans le tournoi aussi vous donne des points. Si vous ne partez pas, que votre adversaire part, il prend de l'avance. Au judo, il y a 238 places pour 2 millions d'athlètes. Les 17 meilleurs par catégorie, en hommes et en dames, quand ils se qualifient, il ne reste que 100 places. Les 100 places, on donne 24 à l'Afrique. La Côte d'Ivoire doit aller chercher sa qualification dans les 24. Mais ce n'est pas les 24, parce que tous les pays maghrébins vont occuper les premières places. Ensuite, il faut enlever le Cameroun, il faut enlever le Sénégal, il faut enlever l'Afrique du Sud. Donc, on se retrouve avec 4 places pour 44 pays. Alors, les pays que vous citez sont à un certain niveau. Ils sont à un certain niveau parce qu'ils donnent la possibilité à leurs athlètes de participer à tous ces tournois. Même quand ils ne gagnent pas ces tournois, rien que la participation leur donne des points. C'est l'expérience aussi. C'est l'expérience et vous préparez la compétition quand vous participez à toutes ces compétitions-là. Alors, M. Doumbia, avant de vous laisser réagir, oui. on va écouter le volet paralympique tout de suite. Est-ce que vous, au niveau de la préparation, vous avez des athlètes susceptibles que vous connaissez, que vous avez identifiés? Les moyens, bon, les 50 millions peut-être vont vous suffire, mais est-ce que ceux qui sont déjà identifiés sont capables d'aller participer aux compétitions? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les 50 millions ne suffiront jamais. L'argent ne suffira pas. L'argent n'a jamais suffi. Mais déjà, il y a 2 sources de subventions que l'État nous donne. Il y a la taxe parafiscale qui nous permet d'organiser nos championnats et autres. Et maintenant, il y a la taxe des compétitions internationales qui est évaluée à 50 millions cette année pour nos différents athlètes. Et c'est l'ensemble de ces 50 millions qui nous permet de compétir sur l'étendue dans le monde entier concernant toutes les compétitions qualificatives pour les Jeux paralympiques de 2024. Et je vous assure que même les compétitions du Maghreb, là, si véritablement on veut faire partie 4 athlètes et un manager plus le staff médical, ce n'est pas moins de 15 millions. Donc, si les 50 millions, qu'on enlève 15 millions pour une seule compétition, je crois qu'il n'en reste plus assez pour les autres compétitions. Or, ce qui nous concerne, c'est qu'on est une fédération multidisciplinaire. Nous faisons l'athlétisme, il faut qualifier les athlètes pour l'athlétisme, il faut qualifier les athlètes pour le para-haltérophilie et il faut qualifier les athlètes pour le para-tennis de table. Donc, ça fait plusieurs disciplines à la fois. Est-ce qu'on peut estimer que 50 millions peut suffire? Ce que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous préfinancions certains athlètes. Ça, l'État aime ça, hein? Préfinancer. Hein? Oui. Nous faisons le préfinancement de certaines compétitions. Et à côté de cela, à partir des championnats nationaux que nous organisons,
nous détectons les meilleurs susceptibles de se qualifier. Et c'est ces meilleurs-là que nous lançons à l'assaut des compétitions de qualification pour JO 2024. Oui, allez-y, monsieur, oui, allez-y. Oui, non, je disais, le ministère, en réalité, n'encourage pas les préfinancements, parce que ce n'est pas cela les bonnes pratiques. Le ministère souhaite que le financement des compétitions internationales s'inscrive dans une logique de planification, de programmation, un peu comme l'ensemble même du budget. Maintenant, on est dans le mode de gestion par budget-programme. Et donc, le ministère rentre dans cette optique-là, dans ce canevas-là de budget-programme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le ministère l'État n'aura jamais les moyens de financement à 100% de l'ensemble des compétitions. Ça, c'est une réalité qu'il faut intégrer. Chaque année, c'est pas moins en termes de requêtes de financement, c'est pas moins de 14 à 15 milliards de requêtes de financement exprimées par les fédérations sportives, alors que les ressources destinées à cela ne dépassent pas les 7 milliards. Et donc, il y a un arbitrage à faire, mais il y a également un effort à faire, parce que ce que l'État fait, c'est un effort. Dans un pays où les priorités sont nombreuses, l'État fait ce qu'il peut pour que les jeunes puissent pratiquer la discipline de leur choix, fait ce qu'il peut pour que le sport contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international, comme le dit la politique nationale du sport, participer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Donc l'État fait cet effort-là. Mais en face, on attend également des fédérations qu'un peu d'effort également soit fait en termes de recherche de ressources additionnelles. C'est vrai, ce n'est pas la panacée, mais on est obligé, au niveau des fédérations, d'intégrer cela. L'État ne pourra jamais financer toutes les compétitions, surtout qu'il y a certaines années où il y a un nombre important de grands événements sportifs internationaux. C'est le cas pour 2023. Vous avez les Jeux de la francophonie, vous avez, je pense, les Jeux africains, vous avez... Enfin, il y a beaucoup de compétitions de cette nature-là qui sont quasiment des compétitions de souveraineté, des jeux souvent qui ont été initiés par des États, et la Côte d'Ivoire ne s'est jamais dérobée quant à sa participation à ce type d'événement-là. Et donc, et c'est tout l'intérêt de l'atelier qui s'est tenu la semaine dernière, c'est d'explorer ensemble, parce qu'il n'y a pas d'un côté les fédérations, de l'autre les ministères, et puis on se regarde de l'autre côté le CNO, et le comité national paralympique, et puis on se regarde en chien de faïence. Non, nous sommes ensemble, tous, partenaires dans le système, dans le mouvement sportif ivoirien. Et donc, comment on peut combler ce déficit-là en matière de prise en charge des frais de participation des équipes ivoiriennes, des athlètes ivoiriens à des compétitions internationales pour qu'on ait le maximum d'athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques afin d'accroître nos chances d'obtention de médailles olympiques. C'est ça la vraie problématique. Il y a des opportunités. Nous avons un tissu industriel je dirais commercial assez important en Côte d'Ivoire. Il y a des entreprises citoyennes, il y a des entreprises qui sont intéressées par s'associer à des compétitions ou à des athlètes ivoiriens. Il faut trouver le bon filon, il faut trouver les éléments du langage pour intéresser ces entreprises-là, soit au titre de leur responsabilité sociale d'entreprise, la RSE, soit au titre de leur volonté pour ces entreprises de participer à une entreprise citoyenne en aidant des jeunes aussi bien au niveau paralympique qu'au niveau olympique, à vivre leur rêve olympique, ou alors que ce soit simplement pour accroître leur capital sympathie auprès des populations. Mais enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte, aussi bien par les fédérations que par le ministère. Et le ministère est prêt à accompagner les fédérations avec une caution morale, parce que lorsque, et institutionnelle, si une organisation sportive approche une entreprise et que l'entreprise sait que, comme on appelle, la fédération en question est agréée auprès du ministère, donc c'est une organisation sportive qui est reconnue comme telle par le ministère en charge des sports, ça vous donne un peu plus de crédibilité. Et voilà, des éléments de cette nature-là, mis ensemble, peuvent faire en sorte qu'on peut aller vers d'autres sources de financement qui ne sont pas forcément celles de l'État,
afin d'optimiser nos chances de participation aux compétitions internationales. Mais sinon, pour faire court, l'État fait ses efforts. Si on regarde il y a 5 ans, 10 ans en arrière, l'État fait beaucoup d'efforts en termes d'octroi de subventions pour la participation des équipes, des fédérations aux compétitions internationales. Pour terminer, depuis 2015, le ministère a adopté l'idée, on va dire, de la communication unique en Conseil des ministres pour obtenir une enveloppe globale destinée aux compétitions internationales. Mais ce sont les fédérations qui déterminent leurs priorités. Alors, si vous savez que vous avez un athlète, 2 athlètes pour les sports individuels, ou alors une équipe qui est dans une démarche un peu comme celle du basket, qui retient toute l'attention du ministère, je ne dis pas que les autres ne retiennent pas l'attention du ministère, qui est vice-championne de Côte d'Ivoire et qui est qualifiée pour la Coupe du Monde, donc qui est capable, qui est en voie de se qualifier également pour les Jeux olympiques, mais le ministère en tient compte dans les priorités. Et donc, c'est ensemble qu'on regarde tout ça. Si on vous dit que vous avez 50 millions et que vous participez à des compétitions qui ne vont pas aider vos athlètes à se qualifier, alors qu'à côté, vous avez dans la même fédération un athlète qui est à 2 doigts de rentrer dans le ranking requis pour participer ou pour se qualifier pour les Jeux olympiques, vous-même au sein de la fédération, vous allez faire des choix. Pour mettre le paquet, on va dire ainsi, sur celui-là qui est tout proche de se qualifier. Alors M. Dabonné, quand vous êtes allé à l'atelier, qu'est-ce que vous avez conclu? Qu'est-ce que vous avez arrêté au niveau des fédérations sportives et que vous avez proposé au ministère des Sports pour pouvoir avancer, pour qu'on ne soit plus surpris par les différentes compétitions, sinon par la préparation des athlètes? Parce qu'une chose, c'est la préparation, mais pour le moment, c'est la qualification des athlètes. Qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, je dirais tantôt qu'il faut saluer l'initiative. Parce qu'avant, M. Dumia lui disait, chacun était un peu de son côté et puis il lançait la pierre à l'autre. Aujourd'hui, le ministère invite les présidents des fédérations pour qu'ils puissent leur soumettre leur programme, avoir une visibilité sur laquelle nous allons travailler. Et cet atelier nous a permis vraiment d'élaguer toutes les petites difficultés de compréhension et d'incompréhension qui n'ont pas permis au ministère de nous aider efficacement. Que M. Dumia se rassure, le financement n'est peut-être pas suffisant, mais il est important. La fédération de judo ne peut pas dire qu'elle ne reçoit pas un financement important du ministère des Sports. Il est certes insuffisant, mais il est important. Et ça, il faut le noter. Donc, nous avons mis ensemble la stratégie nécessaire. Il vient de faire certaines ébauches, mais il y a d'autres problèmes. Un athlète que vous prenez sur 8 ans, pour les Jeux olympiques, il a peut-être 18 ans. C'est encore un étudiant. Dans 2 ans, il va prétendre à un poste. Qu'est-ce que vous faites, cet athlète qui est professionnel sans l'être vraiment? Il ne va plus à l'école, il fait du sport, il n'est pas payé pour le sport qu'il est en train de faire. C'est tout ça qu'il faut regarder pour nous permettre d'aller très loin. Il y a des besoins de financement, mais il y a aussi tout le système autour qu'il faut changer. Aujourd'hui, il faut saluer le ministre, je veux le dire encore, il a permis que des fédérations olympiques qui ont des athlètes de haut niveau, qui ont le bac, de pouvoir rentrer à l'INGS. Si vous avez un athlète qui a le bac qui rentre à l'INGS, vous avez la possibilité, avec la direction de sport du haut niveau de l'INGS, d'avoir des autorisations pour que cet athlète-là aille s'entraîner. C'est vrai qu'on dit aujourd'hui à boulet rouge, mais il faut comprendre que l'enfant, quand il a faim, il ne demande pas ce qui se trouve dans les poches du père, il dit j'ai envie de manger. Donc il faut que le ministère comprenne qu'on va demander, on va toujours demander, mais nous sommes dans la même barque, nous avons les mêmes objectifs, et ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est ensemble que nous allons trouver les solutions, et nous sommes en train de trouver les solutions. On espère se retrouver dans 2 ans, faire le point de ce que nous avons décidé, l'améliorer et puis avancer. On va y arriver un jour, ce n'est pas dans 2 ans, ce sera dans 4 ans, ce sera dans 8 ans, mais je pense que nous sommes dans la bonne démarche, celle de se parler quotidiennement, de se parler et se dire les choses. Vous étiez au séminaire, personne n'a pris des gants, on s'est dit les choses comme il fallait se les dire,
Le ministère aussi a dit ce qu'elle pouvait faire pour nous. Et à nous autres fédérations, d'aller chercher aussi des partenaires. Je prends le cas de la Fédération ivoirienne de judo. Nous avons signé 2 partenariats avec des centres de haut niveau en France où nous allons pouvoir préparer nos athlètes. Donc, ce que nous n'allons pas avoir avec le ministère, nous allons le négocier avec des centres de haut niveau en Europe, mais aussi avec le comité national olympique, il faut le dire, nous accompagne, même si ce n'est pas à la hauteur de ce que nous espérons, nous accompagne. Donc, on ne va pas faire les enfants gâtés, on ne va pas passer notre temps à réclamer ou pour réclamer. Nous aussi, on a des sacrifices à faire, nous sommes prêts à le faire. Maintenant que nous parlons et que nous disons les choses comme nous les sentons, nous espérons d'ici 2 ans faire un bilan pour nous projeter sur 2028 et 2032. Exactement. Alors, au niveau des sports paralympiques, vous étiez également à cet atelier. Qu'est-ce que vous avez proposé pour que le ministère essaie quand même de mettre l'accent sur vos athlètes qui vont se préparer très bientôt pour les qualifs, les Jeux Olympiques? Nous sommes déjà engagés dans les compétitions qualificatives pour 2024. Et ça, en 2023, on va continuer encore avec les dernières compétitions qui nous restent afin de vraiment rentrer dans les rankings qui nous permettent de nous qualifier définitivement. Et à ce sujet, il y a déjà deux athlètes qui sont en bonne position pour se qualifier. Il s'agit de Diamoutina Alidou et puis de Kone Korotoum, qui sont déjà en bonne position pour se qualifier. À côté de cela aussi, il y a les athlètes de badminton qui font de bons résultats et qui sont en tout cas dans le ranking qui leur permet de se qualifier. Eux-mêmes, ils sont pratiquement qualifiés. Il leur reste seulement d'aller à 2 ou 3 compétitions l'année prochaine pour se qualifier définitivement. Mais comme monsieur Adama l'a dit, oui. Nous sommes, la fédération et nous, le ministère et nous sommes ensemble. Si le ministère nous donne la délégation de pouvoir pour jouer en son nom, on ne peut pas être à côté et lui de l'autre côté. On est ensemble. Tout ce que nous faisons, c'est des plaidoyers. Et à cet atelier, on leur a dit que pour Paris 24, il faut qu'on puisse mettre en place un comité tripartite composé du ministère du CNO et du Comité national paralympique pour pouvoir discuter de tout ce qui va concerner la prise en charge des athlètes pour Paris 24, depuis leur participation aux différentes compétitions, après les préparations et leur participation à ces Jeux-là. Donc, c'est ce qu'il faut mettre en. L'année passée, ça n'a pas été le cas et ça nous a été beaucoup préjudiciable. Cette année, si cela est fait, je crois qu'on pourra discuter ensemble de tout ce que je viens d'évoquer. Et à côté de cela, c'est que la fixation des compétitions internationales qualificatives de 2024 ne dépend pas en réalité des fédérations ou bien des comités nationaux, que ce soit paralympique ou olympique. C'est au niveau international que le CIO et l'IPC fixent ces compétitions. Donc, ces compétitions peuvent être des compétitions qui ont lieu en début d'année. Et le problème qu'on a toujours avec la fédération, le ministère, c'est qu'en début d'année, vraiment le budget n'est pas encore en place. Et donc, ça devient vraiment compliqué pour la participation des trucs. Donc, on a demandé au ministère de vraiment tout faire en sorte que, bon, une petite cagnotte en tenant compte de ce que, bon, il y a forcément des compétitions qui ont lieu en début d'année, février, mars, tout, que quelque chose soit mis en place pour ne pas nous permettre vraiment de faire toute une gymnastique de préfinancement des compétitions qui, parfois, nous permet par la suite de ne pas organiser nos différents championnats nationaux. Donc, voici autant d'éléments que nous avons proposés au ministère et je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille dessous puisque toutes les fois qu'on a eu besoin de nous entretenir avec le DGS, il a toujours été là. Et donc, je crois qu'il fera en sorte que vraiment notre participation soit quantitative et qualitative aux Jeux de 2024. Alors, M. Dambouré, est-ce qu'on peut espérer voir des athlètes du judo aux Jeux Olympiques Paris 2024? Oui, nous avons bon espoir. Logiquement, nous avons 3 athlètes en lice pour
qualifiés pour les Jeux de Paris 2024. Même si en ce moment, nous pensons que nos chances sont minimes, mais avec l'appui du ministère des Sports et du Comité national olympique, nous allons mettre les bouchées doubles pour essayer de qualifier 2 athlètes, voire un athlète. Mais le problème, au niveau du judo, lorsque vous ne parvenez pas à qualifier un athlète dans les 17 meilleurs au monde, vous allez participer pour une place honorable. Parce que généralement, le podium se joue parmi les 10 pays, les 10 meilleurs du ranking. Alors, si vous ne parvenez pas à placer un athlète sur les 17 meilleurs, il faut tout de suite dire aux Ivoiriens que nous allons aux Jeux Olympiques pour aller participer, apprendre de nos erreurs et améliorer plus tard nos résultats. C'est cela la difficulté. Donc, nous avons 3 athlètes. Si nous réussissons à classer un athlète parmi les 17 meilleurs au monde, en ce moment, on dirait aux Ivoiriens, priez pour nous, il y a espoir. Mais si nous ne parvenons pas à qualifier un athlète dans les 17 meilleurs, on va chercher une qualification continentale. Mais une qualification continentale, c'est le meilleur des derniers. Le meilleur des derniers et le dernier des meilleurs. Donc, on va tous prier, essayer de nous battre pour atteindre ces objectifs-là. Alors, monsieur Doumbia, vous au sortir donc de cet atelier, qu'est-ce que vous avez recommandé aux fédérations sportives, ou peut-être que vous aurez un regard de suivi là-dessus? Il y a des contrats d'objectifs que vous allez vérifier désormais? Oui, ça c'est une tâche, je vais dire, régalienne de la direction générale des sports. Je vous ai parlé tout à l'heure des projets sportifs, qui est une des innovations du ministère dans la planification stratégique des activités des fédérations sportives et pour leur suivi. Et ces projets sportifs sont évalués régulièrement par la direction générale des sports. Bien entendu, ces projets sont assortis d'une convention d'objectifs entre le ministère et les fédérations, où chacune des parties exprime ses attentes. Et sur la base donc, de ces attentes-là, il y a un contrat qui est effectivement signé entre le ministère et les fédérations. Donc ça, effectivement, c'est fait. Mais ce qu'il faut comprendre par cette démarche-là du ministère, c'est que le ministère veut élaborer une stratégie de participation de la Côte d'Ivoire aux Jeux de Paris. Et donc, c'est un processus qui a démarré avec ce premier atelier, qui est en fait une sorte d'occasion de faire du brainstorming avec l'ensemble des acteurs. Donc, répertorier, identifier un faisceau d'éléments qui vont permettre d'élaborer un peu plus tard, dans un avenir assez proche d'ailleurs, la véritable stratégie. Et donc, sur la base de cela, un dashboard, un tableau de bord sera fait, qui sera monitoré. Donc, je suis un suivi qui sera fait jusqu'à ce qu'on parvienne au jeu. Donc, c'est un processus qui a démarré avec cet atelier-là. Le ministère n'a pas voulu, entre guillemets, s'enfermer dans une cabine téléphonique et sortir une stratégie. Le ministère a appelé l'ensemble des acteurs, vraiment conformément à la vision du ministre, où il veut des actions participatives. Donc, tous les acteurs ont été appelés, la presse, les fédérations, les médecins du sport, des experts consultants en management, en marketing et ainsi de suite. Et puis, on dit, voici la situation, faites des propositions. Et donc, des propositions ont été faites sur les aspects techniques, sur les aspects administratifs, parce que cela est important. Mais mine de rien, la non-observance de certaines procédures administratives vis-à-vis du ministère, vis-à-vis du comité international olympique, vis-à-vis du comité national olympique, peut influer négativement sur la performance des athlètes à ces Jeux-là. Déjà, pour 2020, le ministère, par exemple, de préparation avait obtenu avec le Japon, dans le cadre du projet Osttown, la possibilité pour les athlètes ivoiriens de se préparer 2 semaines avant les Jeux à Tokyo, à Yokohama et précisément à Gifu. Et malheureusement, la Covid n'a pas permis cela. De cette même façon-là, avec... Bon, d'accord. On va tirer les conclusions. Hein. Vous avez 30 secondes juste pour la conclusion. Et puis, M. Dabonné le ferait également. Allez-y. Pour le ministère des Sports, il est extrêmement important que la Côte d'Ivoire
soit au rendez-vous de Paris. Vous savez tous les liens qui unissent la Côte d'Ivoire et la France. Et pour cela, ça peut paraître tard, mais le ministère a engagé la réflexion pour bâtir une stratégie qui va permettre donc d'atteindre cet objectif-là. Et c'est vraiment le sens de cet atelier qui jette les bases de la réflexion, des réflexions qui vont se poursuivre dans un avenir très proche pour arriver effectivement à l'élaboration d'une stratégie. Monsieur Labonné, votre conclusion? D'accord. Dis encore merci au ministère parce qu'il faut le dire que cet atelier vient vraiment à point nommé. Il va nous permettre de nous organiser pour atteindre nos objectifs. Allez-y. Monsieur, pour le président Traoré Serge Pacom, pour la Côte d'Ivoire, nous ferons tout ce que nous pourrons à notre niveau pour qu'au plus haut niveau, il soit représenté. Donc, merci et bonne soirée. En tout cas, merci à vous, messieurs. Merci au ministère des Sports. Merci également à la Direction générale des Sports. Merci à la Fédération ivoirienne de judo. Merci également à la Fédération paralympique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est ce que nous souhaitons. Il faut qu'on discute, il faut qu'on donne des informations aux Ivoiriens parce qu'ils ne savent pas ce que vous traversez, ce que vous vivez. Mais tant que vous n'acceptez pas venir sur nos plateaux, eh bien, ça reste caché. Maintenant que la porte est ouverte, merci également au ministre des Sports qui a autorisé donc votre passage sur ce plateau. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de 3e mi-temps. Je vous dis au revoir et puis merci à tous les techniciens qui nous ont suivis. Ben Boka, Séraphin, merci à vous. Et bonne suite de programme sur RTI2.